L'algorithme source. Chapitre 10. Le village dans la forêt. La nuit fut longue. Ethan avait fait reprendre sa forme de véhicule roulant à son méca pour mieux avancer. Pour faire de longues distances, c'était plus confortable. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'enfin ils atteignirent la lisière de la forêt tant espérée, alors que le ciel commençait à se parer de rose, rouge et orange. Une bienheureuse lumière qui réchauffait leur cœur et le ciel. Chassant la pénombre de la nuit, la repoussant gentiment vers l'autre bord du monde. Au pied de la forêt, avant de disparaître sous sa haute frondaison protectrice, ils jetèrent un dernier regard en arrière. Ils restèrent un moment à scruter l'horizon. La peur ne les avait pas lâchés de toute la nuit. Gabriel jeta un regard à son fils, toujours serein, en train de détailler un arbre, de la même manière qu'il scrutait les murs de l'oasis. Par 2 fois, il les avait alertés à temps. Alors elle avait foi en lui. Foi envers celui qui l'avait fait venir au monde. Aucune crainte ne le troublait. Ils étaient donc en sécurité. « Nous pouvons y aller, je pense », leur dit-elle. Ils roulèrent sur un chemin de terre pendant quelques kilomètres encore, tournèrent sur la droite à un embranchement, puis Ethan les fit s'arrêter. Il fit reprendre sa forme de robot à son méca, prit dans ses bras le combi, après que ses occupants en soient sortis, et le porta par-dessus la haute barrière de ronces, derrière laquelle il cacha aussi son méca. Il revint enfin vers Pierre, Kilian, Gabriel et Irfan, qui attendaient sur le chemin avec juste un sac sur le dos. « Nous approchons d'un village où j'ai l'habitude d'aller pour m'approvisionner. Nous allons finir le trajet à pied. Les gens qui y vivent ne rejettent pas la technologie, mais ont décidé de n'y avoir recours que pour le strict nécessaire. C'est une vaste communauté qui existait avant la guerre. Le chaos qui s'est abattu sur Arcadia n'a fait que renforcer leur conviction à l'encontre des robots, des armes et de toutes les technologies qui, selon eux, nous ont éloignés de notre mère nourricière. D'habitude, je viens avec le combi jusqu'à leur village, mais là, autant cacher nos 2 véhicules. Je préfère rester prudent. »« Vous croyez qu'ils peuvent nous retrouver ?» demanda Pierre inquiet, sentant un frisson lui parcourir le corps en repensant aux pillards de cette nuit. « Ici, seuls les sots ne se soucient plus du danger, car ils sont déjà morts. » Prononça Ethan funèbre, avant de prendre la direction du village. Il marchait lentement, car Irfan était en admiration devant cette faune et flore inconnue, et s'arrêtait fréquemment pour contempler, là un insecte, là une fougère, là quelque chose que lui seul voyait. Finalement, ils arrivèrent au village, et Ethan arrêta de pester contre lui. « Attendez-moi là, je reviens. » Ils le virent s'avancer vers le centre du village, saluant par moments des villageois qui le reconnaissaient. Il se trouvait à l'orée d'une grande clairière, où une vingtaine de cabanes en bois avaient été construites en quinconce, formant un vaste cercle. Au centre, il y avait un carré fait de pierre, au milieu duquel des branches étaient amoncelées en prévision d'un grand feu. Des petits parterres de pierre piqués de fleurs et plantes décoratives ornaient l'entrée des cabanes et les contours du centre du village. Plus loin, dans la forêt, il distinguait des zones clairsemées comportant d'autres cabanes et des gens qui travaillaient à l'entretien de jardins potagers. Ethan revint vers eux accompagné d'un vieil homme, qui était habillé avec une toge maintenue par une ceinture en tissu. Il avait une longue barbe, sous laquelle il pouvait voir pendre à son cou de petits colliers de pierre polie. Dans sa main gauche, il tenait un long bâton aussi haut que lui, et se terminant par un nœud de bois qui formait un bel arrondi. « Je vous présente le chef de ce village, Maddiata. »« Bienvenue dans notre village. Ethan m'a dit que vous étiez de passage et que vous repartiriez demain matin. Bien, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous. Vous semblez un peu fatigué, » dit-il en les observant, et en s'arrêtant un moment sur Irfan. Il le détailla, fronça les sourcils, et plissa les yeux comme s'il regardait en lui. Puis il les regarda tous de nouveau en reprenant. « Après vous être reposé, vous irez voir ma fille, Marilyn. Elle vous donnera les tâches à accomplir. » »« Des tâches à accomplir ?» questionna Kilian. « Oui, jeune voyageur. Ici, pour profiter de notre hospitalité, il faut participer aux tâches quotidiennes. L'or et l'argent n'ont pas de valeur ici. Nous mangeons ce que nous récoltons ou chassons. Nous dormons dans des abris faits de nos mains. Nous nous entraidons les uns les autres. Chacun participe au bien-être de tous. Tout le monde est important. Chacun et chacune selon ses compétences. Et il n'y a pas de jugement de valeur. La seule valeur qui compte,
et celle du cœur. Merci, chef Maddiata. Votre sagesse nous honore. Oh, arrête avec ces simagrées, Ethan. Tu sais bien que je n'aime pas les flagorneries. Je sais, chef. Tu te payes ma tête. Je préfère ça. L'heure serait-il? Bien. Ethan, je te laisse les accompagner. Tu sais où aller. Ils le remercièrent et suivirent Ethan. Au passage, Maddiata observa de nouveau Irfan, et il les interpella une dernière fois. J'aimerais vous convier à une petite cérémonie de chamanisme ce soir. J'aimerais que vous me fassiez l'honneur de votre présence. Insista-t-il en s'attardant une nouvelle fois sur Irfan. Ce sera avec plaisir, chef. Lui répondit Ethan, au nom de tous. Gabriel avait noté le regard appuyé du chef sur son fils, et cela ne lui plaisait guère. Elle ne ressentait aucun mal en ce vieil homme, plutôt de la sagesse, beaucoup de bonté, ainsi qu'un peu d'espièglerie, mais aucune malveillance. Cependant, il avait perçu quelque chose en Irfan, c'était évident, et comme toute mère qui se respecte, cela la rendait suspicieuse. Ethan les mena jusqu'au pied d'un arbre imposant. Il était si gros qu'à eux 5 bras écartés, ils n'auraient pu en faire le tour. Une ouverture, aussi haute et large qu'un homme, avait été pratiquée dans son tronc, et en s'y engageant, ils découvrirent que l'arbre était creux dans toute sa hauteur. En levant les yeux, ils pouvaient voir le ciel. Un système de monte-charge avec contrepoids avait été installé, et Ethan les invita à y prendre place, puis il activa le mécanisme. Pendant la montée, il leur expliqua que ces arbres étaient des réserves d'eau naturelles. Pendant la saison des pluies, ils se remplissaient d'eau, et celle-ci s'infiltrait dans le sol progressivement tout au long de l'année, permettant à de nombreuses autres plantes de s'épanouir tout autour. Celui-ci avait été transformé pour pouvoir accéder aux plus hautes branches, dans lesquelles avaient été construites d'autres habitations. C'est là qu'ils allaient se reposer. En arrivant tout en haut, à plus de 20 mètres du sol, ils découvrirent des passerelles en bois reliant d'autres arbres et s'enfonçant loin dans cette canopée. Ils franchirent l'une des passerelles et entrèrent dans une cabane douillette. Ils s'y reposèrent jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith, puis ils redescendirent pour prendre une collation en compagnie de la fille de Maddiata, Marilyn, et d'autres villageois. Après ce repas, composé exclusivement de légumes, mais copieux et très bon, Marilyn leur indiqua les tâches à faire. Gabriel, Irfan et Ethan s'occupèrent des tomates. Ils devaient enlever les gourmands, retirer les mauvaises herbes, et emmener le tout dans un composteur, gratter le sol pour l'aérer et attacher les branches pour qu'elles ne touchent pas le sol. De leur côté, Pierre et Kylian travaillèrent à la vigne. Le soir venu, après avoir pris une douche rapide, dont l'eau avait été chauffée par le soleil de la journée, ils se rendirent au centre du village, où un grand feu avait été allumé. Une grande table avait été dressée, sur laquelle, en plus des légumes, il y avait cette fois-ci le gibier chassé au petit matin et préparé au cours de la journée. Maddiata les attendait et les accueillit avec un chaleureux sourire. « Alors, vous avez bien travaillé? Que pensez-vous de cette vie simple, au service de soi et des autres? N'y a-t-il pas plus gratifiant que de sentir dans tout son corps ce travail de la journée et de se dire que chacun, à notre manière, nous avons œuvré au bien-être de tous? Un travail simple, pour une vie simple et heureuse. Venez, vous avez mérité ce confort et notre hospitalité. Venez, et partageons ensemble ce repas. » La nuit était tombée. Les étoiles scintillaient au-dessus de la clairière. Les assiettes étaient garnies, les verres remplis de raisins fermentés et de bière. Les discussions étaient joyeuses. Des enfants couraient entre les cabanes. Un chant monta d'un petit groupe accompagné bientôt par une flûte, un banjo et une darbuka. Mais dans la pénombre de la forêt, à quelques mètres seulement des dernières cabanes de la clairière, des ombres observaient et attendaient le bon moment pour agir. Maddiata s'approcha de Gabriel et Irfan. « J'aimerais convier votre petit frère à une séance de méditation. » « Mon petit frère? Ah, oui, Irfan. Bien sûr. » « Vous êtes bien de la même famille. Vous avez des traits de visage similaires. » « Oui, nous sommes de la même famille.
Elle ne pouvait pas décemment dire qu'Irfan était son fils. Le vieil homme n'aurait pas compris. Irfan avait maintenant l'apparence d'un garçon de 15 ans, et elle-même n'en avait que 17. Kilian et Pierre s'étaient approchés. Ethan, quant à lui, discutait un peu plus loin avec des personnes qu'il connaissait. « Pourquoi vous vous intéressez à Irfan ?» demanda Kilian sur le ton de la conversation. « Il y a quelque chose qui se dégage de ce jeune garçon. Il y a beaucoup de lumière en lui. Je pratique le chamanisme depuis mon enfance, comme mon père et le père de mon père avant lui, et comme ma fille le fera à son tour. Et jamais je n'ai ressenti autant d'énergie émanée d'une personne. Peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais Irfan possède quelque chose d'unique et, par la méditation, j'aimerais l'aider à entrer en lui et révéler ce potentiel. » « Je suis d'accord. » accepta Irfan. « Tu es sûr de toi ?»« Oui, maman. » « Maman ?» questionna le chef. Il aime bien m'appeler comme ça. » Madiata accepta le mensonge et, même s'il avait perçu la légère hésitation dans la réponse de Gabriel, n'insista pas plus. Il invita Irfan à se mettre en tailleur près du feu et, lui-même, s'assit en face du garçon dans la même position. Le groupe qui jouait de la musique et qui chantait, voyant qu'une séance chamanique s'initiait, s'approcha et commença à psalmodier une sorte de prière incompréhensible, aux sonorités graves. Irfan et le chaman avaient les yeux fermés. Leurs deux respirations étaient synchronisées. Lentement, ceux qui regardaient sentirent le calme envelopper le chef et le garçon. Puis ils expulsèrent tous les deux en même temps un long souffle. Et semblèrent alors s'enfoncer dans un profond sommeil. « Le voyage commence !» dit une des amies d'Ethan, du nom de Valérie. Gabrielle était inquiète. Elle regardait son fils au visage serein, mais ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas une bonne idée. Kilian l'entoura de ses bras. « Ça va ? » ?»« Je sais pas. » »« Tu as peur de quoi ? » ?»« Irfan est spécial, et il l'a senti. Où sont-ils ? Tu crois qu'ils voyagent sur un autre plan astral ? » ?»« Bah, tu sais, moi, ces genres de trucs, j'y crois que quand je suis sur World of Arch. Dans la vraie vie, je pense qu'ils font un bon gros dodo, c'est tout, tous les deux là, tu vois. Et s'ils découvraient qui il est ? Et s'ils avaient peur de lui ensuite ? Je veux pas qu'on lui fasse de mal. Pendant 10 minutes, Irfan et Madiata restèrent immobiles, comme figés dans le temps. Le groupe continuait de psalmodier. D'autres villageois s'étaient assis en tailleur et profitaient du moment pour méditer de leur côté. Puis le vieil homme se mit à bouger. Ses traits s'étaient tendus et son visage n'était plus serein. Tout son corps se mit à trembler, puis il ouvrit de grands yeux en poussant un cri de panique. On l'entoura, il y eut quelques bousculades pour lui venir en aide et Gabrielle perdit de vue Irfan. Elle s'avança, repoussa 2 hommes, et là où se tenait son fils, il n'y avait plus rien. « Irfan !» appela-t-elle. « Irfan ! Irfan !» se mit-elle à crier. « Gabi ? Où est Irfan ?» lui demanda Kilian se frayant un chemin lui aussi. « Je sais pas !» répondit-elle paniquée et perdue. « Irfan !» cria-t-elle encore une fois. Puis elle repoussa ceux qui entouraient Madiata. « Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» l'accusa-t-elle. Mais le vieil homme divaguait. « Oh, j'ai vu des mondes, des mondes, j'ai vu un être. » Il agrippa Gabriel et plongea ses yeux dans les siens. « Sapere ! Connaissez-vous Sapere ?» Gabriel s'arracha à son emprise et recula, titubante. Le monde tanguait et chavirait. Ses jambes se dérobèrent et Kilian la rattrapa in extremis. « Gabi ! Gabi ! Gabriel !» Mais elle venait de perdre connaissance.
Marilyn aida Killian à porter Gabriel jusqu'à la dernière cabane qui servait d'infirmerie. Pendant ce temps, on fit respirer des onguents au vieil homme, qui se remit lentement de ses émotions. Alors il prit conscience que la disparition d'Irfan était sur toutes les lèvres. « Vous êtes sûr qu'il n'est pas parti se cacher dans la forêt ?» demandait-il. « Non, » lui assira Valérie, l'une des amies d'Ethan. « Camille et Titouet étaient juste derrière lui. Vous avez ouvert les yeux, vous avez crié et... il a disparu. Ils l'ont vu, ils en sont certains. Il était là et, l'instant d'après, il s'est volatilisé. Que s'est-il passé pendant votre voyage? Vous avez parlé d'un sapeur. Qui est-il? Je ne sais pas. Je n'avais encore jamais voyagé aussi loin. Ce garçon était tout bonnement incroyable. Son énergie me portait si loin, si vite. Nous avons traversé des centaines de mondes et puis nous nous sommes retrouvés dans le néant. Mais ce n'était pas le néant. Des sphères dans lesquelles des milliards de galaxies existaient, flottaient tout autour de nous. Alors est apparu un être entouré de lumière. C'était toutes les lumières de l'univers et j'ai cru que c'était une tortue, mais ses contours étaient flous et changeants. Le garçon l'a appelé Saper et cet être m'a regardé. Et il avait des yeux si... Et je me suis senti propulsé en arrière. Je crois que j'ai pénétré l'une de ces sphères et les lumières des étoiles filaient si vite autour de moi. J'ai eu l'impression d'être qu'une particule de lumière, moi aussi. Et c'était si effrayant. Et puis j'ai ouvert les yeux, là. Il resta quelques secondes silencieux, les yeux dans le vague. Personne n'osa intervenir. Personne ne comprenait. Puis il cligna des paupières. Irfan connaissait cet être. S'il m'a fait réintégrer mon corps, car je crois que c'est ce sapère qui m'a repoussé en moi. Il est possible que l'inverse se soit passé. Que voulez-vous dire? Questionna Pierre. Vous pensez que le corps d'Irfan a rejoint ce néant plein de sphères que vous décrivez? Oui. J'ai eu l'impression pendant ce bref instant où cet être plein de lumière, cette tortue... Il se tut encore une fois comme si une idée le frappait. Ce sapère brillait d'une énergie incroyable. C'était la même énergie qui émanait d'Irfan. Il y a un lien puissant entre deux. Je crois maintenant, j'en suis sûr, oui, qu'il attendait ce moment pour faire venir Irfan à lui. Mon âme a rejoint mon corps, mais pour Irfan, c'est son corps qui a rejoint son âme. Pierre secoua la tête. De nouveau, un puzzle dans sa tête prenait forme. Serait-ce possible, était-il en train de penser, quand des cris les alertèrent. Un incendie venait de se déclarer. Marilyn avait ouvert la porte de l'infirmerie, puis elle avait aidé Killian à déposer avec douceur Gabriel sur l'un des lits. Ils entendirent alors les gens qui criaient au feu. Le bois du plancher craqua derrière eux, et avant que Killian puisse se retourner, un violent coup sur la tête le fit s'écrouler au sol. Il sentit qu'on le traînait sans ménagement sur plusieurs dizaines de mètres, puis qu'on le remettait droit pour le plaquer contre quelque chose de dur, et qu'on lui attachait les mains en arrière. La fille du chef était avec lui. Il l'entendait supplier quelqu'un. Il sentait aussi un liquide chaud couler à l'endroit où il avait été frappé. Puis il reçut de l'eau froide en plein visage, et cela le secoua et le fit revenir à lui. Quand le flou devant ses yeux s'estompa, il aperçut sur sa gauche Marilyn, à genoux. Un homme à côté d'elle la tenait en respect avec une dague posée sur son cou, et de l'autre main, il la tirait par les cheveux comme on tiendrait un chien enragé.
Regarde-moi. Entendit-il alors? C'était une voix dure, presque gutturale. Quand il posa les yeux sur celui qui avait dit cela, il frémit de peur et de colère. Un homme, aussi grand qu'un ours, éclairé par la lueur de la nuit, portait sur son épaule comme un vulgaire baluchon Gabrielle, toujours inconsciente. « Laissez-la tranquille! Laissez-la tranquille !» hurla-t-il en se débattant, se cisaillant les poignets avec les cordes qui l'emprisonnaient à un arbre. Je vois le feu dans tes yeux. Apprécia Noruldrar le fort. Tu ferais une bonne recrée. Relâchez-la! Si vous lui faites du mal, je vous tuerai! Hurla-t-il encore. Oui, tu as ça en toi. C'est ta copine. Je vais l'emmener avec moi. Non! Écoute-moi! Ordonna-t-il en regardant aussi Marilyn. Toi, tu diras à ton père que je veux le double de provisions, désormais. Mais nous ne pourrons jamais. Tais-toi! Je vous laisse vivre votre vie, et vous me donnez ce dont j'ai besoin. Mais je pourrais très bien me servir dans votre petite communauté pour grossir le rang de mes esclaves. Et puis ton entrecuisse pourrait m'être utile aussi. Si tu vois ce que je veux dire. Toi, dit-il en se tournant de nouveau vers Killian. Tu diras à celui qui possède le mecha que je le veux. Lui et son robot aux portes de ma cité demain soir. Sinon je m'occuperai personnellement de ce joli petit paquet. Menaça-t-il en claquant le fessier de Gabrielle. Killian grognait, hurlait, se tortillait dans tous les sens. Il était en rage. Noruldrar s'avança vers lui, un sourire malsain au coin des lèvres. Tu es un guerrier. Tu as la violence en toi. Elle te nourrit. Elle t'abreuve. Tu es comme moi. Je ne vous ressemble pas! Cracha-t-il la bave aux lèvres. Oh si, plus que tu ne le crois. Apportez-moi ce que je vous demande, et peut-être que je vous laisserai la vie sauve à toi et ta copine. En attendant, je l'emmène avec moi. Et toi, passe le message à ton père. Un troisième individu arriva alors. Ça y est, chef Noruldrar, ils sont en train d'éteindre le feu. Alors, allons-y. Noruldrar ouvrit la porte arrière d'un 4x4. Il déposa Gabrielle, puis lui et le pillard qui venait d'arriver montèrent à l'avant et démarrèrent. Killian tirait sur ses liens, les frottait de haut en bas. Il sentit que la corde commençait à lâcher. Le dernier pillard qui tenait Marilyn la jeta à terre et s'avança vers Killian, le visage à railleur. Tu sais ce qu'il attend, ta copine? On va la baiser. Le chef, il va la défoncer. Et après, on lui passera tous dessus. Il partit d'un grand rire, alors que Killian, rouge de haine, hurlait contre lui. Le pillard se dirigea vers une petite moto en jubilant. Killian frottait ses liens. Le pillard monta sur son engin. Il tenta de la démarrer, mais le moteur toussa. Les liens de Killian cédèrent. Le moteur de la moto démarra au second essai. Killian se précipita vers l'homme, accompagné d'une rage sombre. Le pillard l'entendit au dernier moment, se ruer vers lui, et au moment où il se tournait vers Killian, celui-ci le désarçonna, et ils roulèrent tous les deux au sol. On va la baiser. Riait le pillard, alors que Killian, au-dessus de lui, le tenait au sol, et commençait à le frapper. « Ferme-la! Ferme-la !» hurla-t-il en ponctuant chaque mot par des coups de poing. Par tous les trous. Non! 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 Il frappait encore et encore. Le pillard ne disait plus rien.
Son nez était cassé, ses dents avaient sauté, son visage était une mare de sang. Mais Killian frappait toujours. Puis il s'arrêta, horrifié devant ce qu'il venait de faire. L'homme était mort. Il l'avait tué de ses mains. Il se redressa, titubant, regarda ses mains tremblantes, rouges du sang de l'homme. Il recula. Des larmes se mirent à noyer ses yeux. Gabriel! Gabriel! Il pleurait. Il redressa la moto et l'enfourcha. Il hoquetait, tremblait. Il jeta un regard furtif vers la dépouille du pillard et eut un haut-le-cœur. Gabi! Non! Gabi! Excuse-moi! Excuse-moi! J'arrive! Gabi! Gabi! Il démarra en trombe, filant dans la nuit. Il continuait de pleurer. Il pleurait car il n'avait pas pu protéger celle qu'il aimait. Il pleurait parce qu'il venait de tuer un homme et que plus rien ne serait jamais comme avant. Tu es un guerrier. Tu as la violence en toi. Elle te nourrit. Elle t'apprend. Tu es comme moi. Non! Non! Marilyn avait assisté à la scène impuissante. Quand Killian disparut dans la nuit, elle se releva, choquée, et retourna vers le village. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un jour funeste. Dans quelques heures, la vie de chacun allait changer. Eh bien, j'espère que l'algorithme source continue de vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire ou de partager. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne via Tipeee. Je vous rappelle que j'ai un recueil de nouvelles, les micro-nouvelles de Dalkan Itari spécial SF, disponible sur Amazon. Je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Sur ce, à bientôt.